Très heureux de vous retrouver pour les informations à la une. Ce soir, après une année pleine d'activités, le groupe parlementaire UPC marque une halte pour la restitution des rapports de mission et d'enquête. Un rapport qui revient largement sur les sorties de la délégation parlementaire dans les 5 régions du Burkina Faso. Que doit-on retenir clairement de ces restitutions? Vous le verrez tout de suite en début de cette édition. Ils ne sont plus dans les rangs de l'armée burkinabé depuis 2011. Au lendemain de leur radiation, Thiéba Pharma et Youssouf Traoré ont entrepris des activités propres à eux. Aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Dans ce journal, ces militaires radiés vous dérouleront leur nouvelle vie d'entrepreneurs. Le Real de Madrid accroche un 34e sacre à son palmarès. Les Madrilènes sont assurés d'être champions à une journée de la fin du championnat après une victoire 2-1 contre Villarreal grâce à un doublé de Benzema. Dans ce journal également, on vous proposera le résumé de cette rencontre jouée hier. Bonsoir et bonsoir à tous. Je le disais donc à l'instant, le groupe parlementaire UPC Union pour le progrès et le changement fait le bilan des sessions parlementaires de l'année 2020, des sessions marquées entre autres par la restitution des rapports de mission, d'enquête et d'information parlementaire. Un rapport qui revient largement sur les sorties de la délégation parlementaire des 5 régions du Burkina Faso, à savoir l'Est, le Nord, le Sahel, le Centre-Nord et la boucle du Moun. Compte rendu Oumou Konaté, Constantin Sieda. L'Assemblée nationale a entamé un processus qui a abouti à l'adoption d'un rapport qui fait la synthèse de recommandations et de propositions issues des 5 régions fortement impactées par la crise sécuritaire au Burkina. Un rapport qui contient en tout 19 recommandations qui vont impacter sur des millions de Burkinabés si elles venaient à être adoptées. Le rapport de mission d'information sur la crise sécuritaire a été débattu en long et en large par le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement. Selon le président du groupe parlementaire, l'opinion publique en a fait de la recommandation qui porte sur le découplage une recommandation à part entière. Telle n'est pas notre vision. Et nous avons dit que notre groupe parlementaire ne saurait donner sa caution pour une loi éminemment politique, pour une disposition législative éminemment politique, mais pas pour l'adoption d'un rapport. Un rapport, c'est un document de travail. Une mission d'information fait toujours, à la fin de cette mission, dresse un rapport. Donc, je voudrais en tout cas être clair à ce niveau, que pour nous, nous avons voté un rapport, parce que, adopté un rapport parce que nous nous reconnaissons dans ce rapport. En ce qui concerne les autres activités parlementaires, les premières journées parlementaires 2020 se sont tenues les 13, 14 et 15 mars à Tenkodogo autour du thème de la contribution du groupe parlementaire UPC pour l'opérationnalisation du processus de réconciliation nationale au Burkina. Au terme, des recommandations ont été proposées à l'issue de ces réflexions. Mettre plus de sérénité dans le traitement des dossiers confiés aux institutions en charge de la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. Deuxièmement, deuxième recommandation, faire la lumière sur les crimes de sang, des conflits intercommunautaires et de mettre en place des mécanismes de prise en charge rapide et inclusive des victimes et de leurs familles. Enfin, troisième recommandation majeure, donner à tous les niveaux des signaux forts de bonne gouvernance et de patriotisme. Le congrès de l'investiture de l'UPC est prévu se tenir pour le 25 juillet prochain à Ouagadougou. On y va maintenant en Côte d'Ivoire. Le PDCI, après 200 jours des élections présidentielles, le PDCI justement appelle à une refonte complète à la commission électorale indépendante. Un appel qui intervient après que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples eut dire que le pays d'Alassane Ouattara n'a pas pleinement rempli les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans les affaires publiques. On se souvient encore, l'institution dit constater aussi l'absence de mécanismes garantissant la désignation en toute transparence des membres de la CEI par les partis politiques. Après lecture, Henri Konan Bédié, le président du parti d'opposition et candidat à l'élection, a demandé à ses militants
de manifester leur soutien à cette décision de justice. Certains observateurs indiquent qu'une refonte de la CEI, même au niveau local, paraît très difficile. Néanmoins, un cadre de la CEI explique aussi que techniquement, cette réforme pourrait se faire, mais tout dépend de la volonté des partis politiques. Sachez également que 98% des commissions de la CEI sont présidées par un membre du RHDP, parti au pouvoir, et les juges de la Cour africaine demandent au gouvernement ivoirien de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections soient organisées au niveau local. Nous restons en Afrique de l'Ouest pour parler maintenant de l'actualité malienne. Le mouvement du M5 qui est le 5 juin a appelé ce vendredi tous les Maliens à prier dans toutes les mosquées du pays à la mémoire des hommes tués la semaine dernière. La confrontation avec les forces de l'ordre pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta a fait 11 morts et 158 blessés selon le Premier ministre Boubou Cissé. De son côté, une division de la mission de l'ONU dans le pays parle de 14 manifestants tués, dont une femme et 2 garçons. Le M5, lui, va jusqu'à évoquer 23 morts, alors que ce vendredi devrait initialement donner lieu à un nouveau rassemblement à risque. À l'appel du M5, le mercredi dernier, la tension ravisait au moment où arrivait une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. La troisième grande manifestation contre le pouvoir depuis juin a dégénéré la semaine passée en 3 jours de troubles civils, les plus graves qu'ait connu Bamako depuis 2012. On parlait justement donc des émissaires de la CEDEAO au Mali avec à sa tête Goodluck Jonathan qui devait rencontrer les principaux protagonistes pour trouver une issue favorable à cette crise malienne. Eh bien, c'est le sujet de la revue de presse africaine ce vendredi. Il y a aussi le dernier hommage d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien décédé. Revue de presse signée Drissa Traoré. Ultime hommage à Gon Coulibaly et médiation de la CEDEAO au Mali. C'est aujourd'hui la douloureuse séparation Lanso Fraternité Matin. Le quotidien qui publie aussi un spécial AGC, l'acronyme de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, signale en une l'inhumation du chef du gouvernement dans l'intimité familiale et la présence du président Ouattara dans la capitale du Poro. Poro, vous connaissez, en pays Sénoufo, c'est comme une religion, dit à l'intelligent d'Abidjan, Sylvie Bakary, qui évoque dans les colonnes du quotidien l'initiation au port de son ami d'enfance Amadou Gon Coulibaly, la cérémonie dans le bois sacré à laquelle tous deux ont jadis sacrifié et qui précise que le lion de Korogo chez lui était appelé Vieux. Une histoire d'amitié qui ne s'achèvera jamais et certainement pas aujourd'hui avec l'inhumation de la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly. Émouvant. Et c'est à juste titre que le mandat placard à sa une. Toutes les régions du pays pleurent Gon. Le journal souligne que les régions ont rendu les hommages au Premier ministre Gon Coulibaly au stade municipal de Korogo le jeudi 16 juillet. De la Reine des Baoulés, Nana Akwa Boni II au grand centre de la Côte d'Ivoire composé des régions du Béké, du Bélé et du Nzi, toute la Côte d'Ivoire y était. Destination Bamako, où l'on peut parler d'une journée de répit dans la crise malienne. La médiation de la CEDEAO a obtenu le report de la grande mobilisation populaire qui était prévue ce vendredi. Un répit car le journal malien L'Indépendant fait en une état d'un désaccord persistant entre la mission de la CEDEAO et le M5 RFP, l'opposition malienne, et annonce une ultime rencontre à 3 avec la partie présidentielle ce vendredi. Tandis que le journal Malikele dénonce de son côté le jeu trouble d'Ibeka, le président malien. Déjà, le pays à Bamako relève un premier échec. Et le journal de rapporter, très radical comme il a toujours été depuis le début de la contestation contre le régime Ibeka, Issa Kaou Ndim, coordinateur de la CEMAS, trouve que le Mali n'avait pas besoin de cette tentative de médiation de la CEDEAO. Il estime que la solution peut être trouvée entre Maliens. Le problème est connu, dit-il, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce que le peuple veut, de mon point de vue, c'est retrouver la démocratie, la liberté sur la base de la justice, a-t-il laissé entendre avant de claquer la porte. Toujours est-il qu'au Burkina Faso, le journal Waka Sera veut croire que le break d'aujourd'hui puisse se transformer en paix des braves pour peu que chacun fasse des concessions afin d'éviter le naufrage du navire battant pavillon Mali. Mais d'une issue,
Ouattara sera un tout sauf certain. Voilà pourquoi, sans le souhaiter bien sûr, le journal se demande si ce vendredi ne révèle pas en fait l'aspect d'un calme avant la tempête. On peut d'ores et déjà en mesurer l'ampleur avec ce titre du Sud Quotidien. Le M5 RFP exige le départ de Ibeka. Le journal sénégalais évoque en effet, après le premier round de pourparlers entre le M5 RFP et la délégation de la CEDEAO à l'hôtel Salam, les représentants du mouvement du 5 juin sont restés fermes sur leurs exigences, la démission de Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. De source diplomatique, le M5 cherche maintenant à discuter des modalités du départ d'Ibeka. Et dans la suite de ce journal, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat se lance dans une dynamique de certification et de labellisation de produits et services made in Burkina Faso. D'ici à 2025, ce sont des infrastructures de qualité que le gouvernement envisage mettre sur pied pour accompagner les PME et PMI à cultiver la qualité afin donc de mieux vendre les produits à l'échelle internationale. Plusieurs entreprises ont pu d'ores et déjà certifier leurs produits. Tous ces produits, justement, ont été présentés hier à l'occasion d'une rencontre de promotion de la qualité dans la production des produits et services locaux à Ouagadougou, Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Certifier les produits et services made in Burkina, tel est le cheval de bataille du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Cela en vue de mettre sur le marché national et international des produits de consommation de qualité. Au retour, moi, je l'ai reçu. Je lui ai expliqué qu'il était bon qu'il s'approche donc de la norme. Pourquoi on travaille donc sur son produit? Parce que c'est la seule réponse. On l'accompagne à la certification pour que désormais il puisse proposer ses produits à l'international. Sinon, les gens vont faire des petites quantités, ils arrivent à écouler comme ça de manière informelle, mais lorsque vous décidez d'entrer dans la compétition, il faut que vous ayez donc des produits de qualité. Dans une dynamique d'offrir non seulement aux consommateurs des produits et services de qualité, mais aussi de protéger les entreprises de la contrefaçon, tout produit certifié porte désormais la marque NBF. Dans ce même esprit, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a initié un projet pilote de labellisation de 4 produits nationaux que sont le Faso d'Afani, le chapeau de saponé, le beurre de karité et les produits de cuir et peau de kaya. Le choix du Faso d'Afani, c'était un bon choix arbitraire. Quand vous prenez le beurre de karité, aujourd'hui, quand on prend au niveau des filières, les filières porteuses, si on doit citer 3, 4, quand vous sortez donc de la filière coton textile, vous sortez de la filière anacarde, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne touchez pas les mangues, les beurres de qualité et le sésame qui suivent au fur et à mesure. Et le chapeau de saponé, c'est une indication géographique, c'est lié à la ville de Saponé. Le chapeau de saponé, c'est depuis le XIIIe siècle, c'est une grande histoire. Et c'est un objet aujourd'hui donc qui permet de tisser les relations à l'international d'amitié. Plusieurs unités de production sont distinguées à ce déjeuner de presse pour la qualité de leurs produits. Une reconnaissance qu'elles attribuent au travail énorme abattu au quotidien pour répondre aux attentes des consommateurs. Nous reconnaissons au travers de cette distinction, c'est l'effort, les efforts de veille qualité, les efforts de veille, de maîtrise de la production de notre huile qui nous a amenés à cette distinction. Et pour vous dire que la SNCTEC dispose d'un laboratoire doté d'outils de technologie moderne et un service qui est dédié à la qualité. Cela représente vraiment notre engagement dans l'amélioration continue, notamment dans la démarche qualité. Déjà, nos produits sont des produits aux normes internationales. Ça veut dire que nos produits partout dans le monde entier peuvent être exportés. Mais je pense que la priorité d'abord, c'est de satisfaire la consommation nationale. Et après cela, on peut penser maintenant à l'exportation. En vue d'aider une centaine de structures à certifier leurs produits, le ministère du Commerce s'est engagé à prendre entièrement la charge de la certification des produits de 100 entreprises à travers l'initiative 100 produits certifiés.
On change maintenant de sujet. Vous le savez certainement, depuis 2011, ils ne font plus partie donc des rangs des militaires. On parle bien sûr des militaires radiés. Certains ont entrepris des actions de justice pour leur réintégration, mais en attendant l'issue de la démarche, eux ont décidé d'entreprendre. Et bien sûr, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de Thieba Farma et Issouf Traoré. L'un dispose d'un espace d'ambiance et de détente, l'autre dans le mûrissage des bananes made in Burkina Faso. Ils s'en sortent aujourd'hui très bien, et on dira même très bien. Leur maître mot, justement, il faut toujours travailler malgré les péripéties de la vie. Ahmed Nanema est allé à leur rencontre. Thieba Farma et Issouf Traoré sont tous des militaires radiés des rangs de l'armée en 2011. Depuis, ils ne se sont pas laissés gagner par le désespoir. Leur courage et abnégation leur poussent à entreprendre. Ainsi, Issouf Traoré se lance dans le mûrissage des bananes produites au Burkina Faso. Là, c'est la banane verte du Burkina, c'est produit au Burkina. Ça, c'est vers Kayao, sur la voie de Dano. Bon, actuellement, ça, le tout, ça fait 8 tonnes. Puis je commence à 5 h du matin. Sur le marché, bon, plus tard, 10 h, tout est fini. Je vends ça en prix d'en gros avec mes grossistes. Mais le grossiste prend 20 kilos. 20 kilos actuellement, ça fait sur le marché à 4500. En provenance des différentes provinces, ce sont au moins 15 tonnes de bananes qu'il arrive à écouler en une semaine via ses conteneurs à coût de millions. Grâce à cette activité, Issouf Traoré emploie 8 personnes, dont 2 étudiants en fin de cycle. Son confrère Thieba Farma, lui, est propriétaire d'un maquis de la place à Ouagadougou qui emploie 15 personnes. D'abord, quand j'étais en activité, j'avais un petit kiosque que j'avais fait pour ma femme, puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Et un peu, nous sommes débrouillés, elle et moi. À un certain moment, on a un peu économisé. Voilà, là, j'ai cherché cet espace-là. Au fur et à mesure, nous avons commencé à continuer à se battre comme on veut. Et bon, pour pouvoir être où nous sommes aujourd'hui. Parti de rien pour pouvoir bâtir son entreprise, Issouf Traoré l'a expérimenté et invite la jeunesse à faire comme lui. Le message que j'ai donné à les jeunes, ne comptez pas sur la fonction publique. Il faut essayer d'entreprendre quelque chose et ça va remporter tôt ou tard. Concernant leurs camarades ayant subi le même sort qu'eux en 2011, Thieba Farma les interpelle au travail, en ce sens qu'il est la seule véritable source d'indépendance et de liberté. Pour ceux qui ont pu investir dans les activités, de prendre les activités au sérieux, de prendre le travail au sérieux, d'être honnête, d'être très honnête. Voilà, d'éviter de rentrer dans des histoires de trucs comme ce que nous attendons de temps là, dans des histoires de braquage et autres. Franchement, ce n'est pas notre honneur. Avec l'activité que tu mènes, il ne faut jamais négliger ce que tu es en train de faire, quel qu'en soit le travail. Voilà. L'essentiel que ça soit un travail honnête. Bats-toi comme tu peux, tu vas t'en sortir. Thieba Farma et Issouf Traoré disent avoir pu réaliser pas mal de projets grâce à leurs activités, notamment l'achat de parcelles et la construction d'une maison. Il est important de savoir transformer ces épreuves en opportunités plutôt que de passer son temps à s'apitoyer sur son sort. Que se passe-t-il au Nigeria avec cette cascade de démissions dans l'armée? Depuis le début du mois de juillet, près de 380 soldats déployés dans le nord-ouest du pays pour combattre Boko Haram auraient démissionné en masse selon leur lettre transcrite au chef d'état-major de l'armée du pays. Les soldats expliquent qu'ils sont au plus bas moralement et dénoncent leur manque d'équipement, la solde trop faible ou encore la corruption des officiers supérieurs. Une certaine démotivation serait donc à l'origine de leur départ. Autre raison de la colère, la gestion des opérations contre les groupes djihadistes comme Boko Haram. Dans une vidéo, même un soldat de première classe a même tiré à boulet rouge sur le chef d'état-major, indiquant qu'il est à la base des attaques djihadistes contre un convoi des militaires. Au moins 45 soldats ont péri ce mois dans 3 attaques terroristes au nord-est du Nigeria. L'Assemblée nationale inquiète va ouvrir donc une enquête parlementaire pour comprendre cette démission de masse.
Il y a également un mouvement important de combattants étrangers vers la Centrafrique, pays qui se prépare à une présidentielle et des législatives en fin d'année. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU. Ce rapport précise aussi qu'une série d'affrontements a été alimentée par l'arrivée de ces combattants étrangers. Le groupe d'experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo sur les armes en Centrafrique explique que le trafic régional d'armes s'est également poursuivi le long d'autres itinéraires. Une saisie d'armes en avril est intervenue à cet effet près de la RDC et qui était probablement destinée à la Centrafrique. Dans le cadre de ces enquêtes, les experts de l'ONU se sont intéressés à une mystérieuse Florence Yabamongo de nationalité congolaise arrêtée en avril et transférée à Kinshasa après une saisie de 10 lance-grenades et 1490 munitions. Dans leurs recommandations, les experts demandent à la Centrafrique, au Soudan du Sud et au Tchad de redoubler d'efforts pour lutter contre l'augmentation des flux d'armes et de combattants étrangers en République centrafricaine. On revient encore au Burkina Faso pour parler de l'association SOS Sang qui veut rendre disponible le sang dans les hôpitaux du pays, de même que le Centre national de transfusion sanguine. L'association a organisé à ce TV une journée de collecte de sang au sein de la primature à Ouagadougou. C'était hier. Les travailleurs de cette institution se sont prêtés à l'exercice afin de venir eux aussi en aide aux personnes qui en ont besoin. On voit tout cela avec Oumou Konaté et Bassirou Sawadougou. Les travailleurs de la primature font acte de solidarité en donnant leur sang pour sauver des vies. Une opération très importante en cette période de crise sanitaire, mais aussi en cette période pluvieuse avec son lot de maladies dont le paludisme. Un geste qui va sans doute sauver des vies. Je crois qu'il est important de lancer un appel en direction des institutions, en direction des administrations et des ministères pour que ce type d'opération puisse se multiplier et afin de répondre aux besoins qui sont exprimés aujourd'hui par les populations et particulièrement par les malades burkinabés qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'être accompagnés par des transfusions sanguines. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où le paludisme va se développer à nouveau avec la saison des pluies. Or, vous savez que le paludisme, c'est une maladie qui contribue à créer des anémies, particulièrement au niveau des enfants, et ça va nécessiter des efforts supplémentaires pour pouvoir faire des transfusions afin de récupérer ces enfants-là. Les initiateurs espèrent en tout cas collecter au minimum 100 poches de sang au niveau de la primature. Là, nous avons 150 inscrits. Et on se dit que pour la seule journée d'aujourd'hui, on pourra avoir au moins les 100 poches. Déjà, vous voyez ce qui est déjà récolté. Et les différentes structures attachées à la primature viennent donner de leur sang sur le terrain. Donc nous sommes satisfaits de la mobilisation de ce matin au niveau de la primature. Depuis l'apparition de la Covid-19, le Centre national de transfusion sanguine a plus que besoin de sang. Les meilleurs donneurs au Burkina sont les élèves et les étudiants. Malheureusement, avec l'arrêt des cours, impossible de s'approvisionner dans les établissements. Depuis 2 mois donc, SOS Sang, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, est régulièrement de passage dans les services publics et privés. Objectif, demander aux travailleurs de donner leur sang pour pallier le manque de sang au Burkina. Les conséquences de la Covid-19 touchent cette fois l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2022 à Dakar. Ces Jeux réservés aux athlètes entre 15 et 18 ans sont reportés à 2026. Un coup dur pour tous ces jeunes athlètes car en 2026, ces athlètes auront donc dépassé la limite d'âge. Ce report est lié à la pandémie de coronavirus qui a perturbé tout le calendrier sportif international. Selon les responsables sénégalais de l'organisation qui étaient face à la presse hier, c'est une décision qui répond à une exigence de responsabilité et un souci d'efficacité. 4000 jeunes de 15 à 18 ans issus de plus de 200 pays étaient attendus pour cette compétition au Sénégal. Le coordonnateur des Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal assure comprendre la déception des jeunes, mais explique aussi qu'ils ont les Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu au Lesotho en 2022 pour aussi défendre les couleurs des pays africains.
Les supporters de la Casablanca se réjouissent depuis ce jeudi. Hier, justement, se jouait l'avant-dernière journée du championnat espagnol de football. Cette journée offrait la possibilité mathématique au club merengue d'accrocher un 34e sac à son palmarès. Occasion concrétisée par les hommes de Zinedine Zidane qui ont battu Villarreal par 2-1. Le film des événements, c'est avec Gilles Dasda. Le Real Madrid peut étreindre son trophée de champion d'Espagne après 3 années de disette. Pour ce 34e championnat de l'histoire du club merengue, les hommes de Zidane allument la première mèche dès la 29e minute. Bien servi par Modric, Benzema ouvre la marque avec plein de sang-froid. Vence Madrid y se posiciona en lo más alto y se acerca el título. Vence Madrid otra vez. Siempre vence Madrid tras la vuelta al fútbol y siempre colabora capitán. En deuxième période, le Real continue de pousser. Bien lancé, Sergio Ramos obtient un pénalty quelque peu litigieux à la 77e minute. Pénalty exécuté en 2 phases, mais refusé. Benzema étant entré dans la surface de réparation avant le départ du ballon. Le pénalty est repris et Benzema le transforme. 2-0 pour le Real Madrid. Le sous-marin jaune tente de sortir la tête de l'eau. Iborra réduit le score à la 83e minute. Score final, 2-1 pour le Real. Dans le même temps, le rival barcelonais chutait sur sa propre pelouse face à Osasuna Pamplona. Y José Arnaiz, ex del Barça, lograba meterla dentro. Venía de marcar en su último partido con la camiseta de... Incluso Osasuna fue capaz de esto, el gol de Roberto Torres para una noche histórica, el 1-2. Había marcado 2 goles en el partido de la primera vuelta, incluso descendido, aunque marcando con la camiseta de Osasuna en el estadio del Camp Nou. Malgré un magnifique coup franc de Lionel Messi. Al cuarto lanzamiento, Leo Messi lograba el tanto del empate. Un Barça sorprendido por Osasuna, con un sistema de 3 centrales, 2 carrileros, le costó muchísimo. Le Real remporte le titre une journée avant la fin de la Liga. Un titre qu'il a glané grâce à un parcours exceptionnel après la levée du confinement en Espagne. Depuis la reprise, le club de la capitale a remporté 10 matchs sur les 10 qu'il a joués. Voilà, c'est donc ici que prend fin cette édition du soir sur la chaîne africaine de télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain encore, je serai ici sur ce même plateau pour une autre session d'information. Portez-vous très bien. Les programmes de LCA se poursuivent. Continuez toujours de les suivre et très bonne soirée.